Publié le 2 février 1974, Jaws est un roman de Peter Benchley qui raconte l'histoire d'une petite station balnéaire terrorisée par un immense requin blanc. Dès sa sortie, le livre rencontre un succès fulgurant, devenant rapidement un best-seller et dominant les listes de vente pendant près de 44 semaines aux États-Unis. Le suspense intense et la menace constante de ce requin invisible captivent les lecteurs. Bien que certaines critiques soulignent un manque de profondeur dans le développement des personnages, Jaws s'impose comme un thriller incontournable. Son impact est tel qu'il est rapidement traduit dans plusieurs langues, devenant un phénomène international. I'm amazed that 25 years after both were released, that the word still echoes in the English language, that it's astonishing to me that it still has currency. The idea of the story came into my head in 1964 when I read a small article in a New York newspaper about a shark, a 2-ton great white shark being caught off the beach of Long Island. He made me do it! He told me to do it! Mais juste avant sa publication, les producteurs d'Universal Pictures, Richard Dezanuck et David Brown, étaient justement à la recherche de leur prochain grand projet. C'est alors que l'un d'eux découvre une recommandation peu commune dans un magazine. Une petite carte dans la section littéraire présentait le roman. La note succincte se terminait par une phrase presque prophétique qui disait « pourrait faire un bon film ». Intrigué, Brown se procure un exemplaire du manuscrit et le dévore en une nuit. Le lendemain, il partage sa découverte avec son partenaire qui termine également le livre en une seule soirée. Leur verdict est unanime. C'est l'un des récits les plus palpitants qu'ils aient jamais lus. Ce thriller maritime possédait un énorme potentiel cinématographique, mais présentait aussi des défis techniques considérables. Sans attendre, les producteurs négocient les droits cinématographiques du roman avant même sa sortie officielle. Toutefois, leur décision a été teintée d'une certaine précipitation. Brown admettra plus tard que s'ils avaient pris le temps de relire le livre une deuxième fois, ils auraient probablement renoncé à l'idée de l'adapter. Pourquoi ? Parce que plusieurs scènes cruciales impliquant le requin géant semblaient tout simplement impossibles à réaliser. Cependant, emportés par l'enthousiasme du projet, ils décident de relever le défi. Tu parles court. Pour mettre en scène cette aventure terrifiante, les deux producteurs songent d'abord à John Sturges, un réalisateur chevronné connu notamment pour Le Vieil Homme et la Mer. Mais finalement, ils se tournent vers Dick Richards, un jeune metteur en scène peu connu à Hollywood. Il avait signé La poussière, la sueur et la poudre, un western acclamé l'année précédente, et son nom commençait à circuler dans l'industrie. Mais après quelques réunions, Zanuck et Brown se lassent de Richards, en particulier à cause de son habitude irritante de confondre le requin avec une baleine. C'est à ce moment-là que Steven Spielberg, un réalisateur de 26 ans, entre en scène. Ce dernier venait tout juste de terminer Sugarland Express. Bien qu'encore jeune et relativement novice, il s'était déjà fait remarquer grâce à son téléfilm Duel en 1971 où un camion poursuit un automobiliste. Lors d'une réunion, le cinéaste remarque un exemplaire du roman posé sur une étagère. Curieux, il demande à l'emprunter. Après l'avoir dévoré en une nuit, le jeune réalisateur est captivé. Il perçoit immédiatement le potentiel cinématographique de l'histoire, notamment dans la tension psychologique entre les personnages et la menace invisible du requin qu'il compare au thème qu'il avait exploré dans Duel. Attiré par le projet, Spielberg manifeste rapidement son intérêt. Mais malgré sa motivation, il hésite à s'engager pleinement. Il craint de se retrouver enfermé dans un type de film trop spécifique, celui du réalisateur des camions et des requins. À un moment, il envisage même de se retirer du projet pour travailler sur un autre film, Lucky Lady, produit par la 20th Century Fox. Mais Universal, conscient de son talent, ne veut pas le laisser partir aussi facilement. Le studio exerce alors son droit contractuel pour bloquer son départ. Et l'un des producteurs joue un rôle clé pour le convaincre de rester. Il promet à Spielberg qu'après Les Dents de la Mer, il pourra choisir n'importe quel projet. Ces mots font pencher la balance et Spielberg décide de se consacrer pleinement à ce qui deviendra l'un des plus grands films de sa carrière. Avec un budget initial de 3 millions de dollars et un calendrier de tournage prévu sur 55 jours, Spielberg et son équipe se préparent à démarrer le tournage en mai 1974. Le studio impose une date limite stricte. Le film doit être terminé avant fin juin pour éviter les complications liées à une possible grève de la Screen Actors Guild. Avant de commencer la production, le metteur en scène s'attaque à l'adaptation du roman. Bien qu'il veuille rester fidèle à l'intrigue principale, il choisit d'éliminer certaines sous-intrigues, comme la liaison entre Hélène et Matt, craignant que cela ne nuise à l'esprit de camaraderie entre les hommes à bord. Arrêtez de vous branler ou pas. L'auteur du roman est d'abord sollicité pour écrire le scénario, mais après avoir livré 3 versions, Spielberg n'est toujours pas satisfait, trouvant les personnages trop peu sympathiques. C'est alors qu'intervient Howard Sackler, un dramaturge qui réalise une réécriture non créditée.
Il apporte des ajustements importants au personnage, notamment au chef Brody, qu'il rend plus vulnérable en introduisant sa peur de l'eau. Dès le départ, le studio sait que le choix des acteurs sera déterminant pour la réussite des Dents de la Mer. Bien que les producteurs envisageaient de grandes stars pour attirer le public, Spielberg souhaite éviter des visages trop connus. Pour lui, le film doit raconter l'histoire de gens ordinaires confrontés à une menace extraordinaire. Il pense que des acteurs célèbres risqueraient de corrompre l'histoire car ils apportent avec eux des souvenirs. À ses yeux, le requin doit être la seule vraie star du film. À vous, répondez s'il vous plaît. Le casting commence avec Lorraine Gary, l'épouse du président d'Universal, qui est choisie pour incarner Ellen Brody. Murray Hamilton, reconnu pour ses rôles dans La Dernière Séance et L'Arnaque, est engagé pour interpréter le maire, un personnage central dans l'intrigue. Pour la scène de la première victime du requin, Spielberg fait appel à Suzanne Baclini, une cascadeuse devenue actrice, choisie pour ses compétences en natation et sa volonté de tourner nue pour cette scène désormais culte. Quant à plusieurs rôles secondaires, ils sont confiés à des habitants de Martha's Vineyard où se déroule le tournage. Mais revenons aux rôles principaux. Le rôle de Martin Brody est confié à Roy Scheider qui obtient le rôle après avoir entendu Spielberg parler du film lors d'une soirée. L'acteur était en fait intrigué par l'idée d'une scène où le requin explose. Fais-moi cette salope! Robert Shaw, qui avait travaillé avec Zanuck et Brown sur L'Arnaque, accepte de participer au projet, malgré quelques réticences initiales, car il n'aimait pas le roman. Dites-vous, vous conduirez autrement une fois en mer, j'espère. Peut-être que j'y serai seul. Et enfin, pour le rôle de Matt Hooper, le réalisateur se tourne vers Richard Dreyfuss sur les conseils de son ami George Lucas. Initialement, le comédien refuse le rôle, mais après avoir vu sa performance dans L'Apprentissage de Duddy Kravitz, dont il est mécontent, il change d'avis, craignant que ce film ne nuise à sa carrière. Le tournage principal débuta officiellement le 2 mai 1974 et tourner en mer présentait des défis logistiques considérables. Le directeur de la photographie, Bill Butler, dut faire preuve d'innovation en créant de nouveaux équipements pour stabiliser les caméras malgré les vagues. Spielberg, quant à lui, donna des consignes précises. Aucune couleur rouge dans les costumes ou les décors afin que le centre des attaques soit le seul élément rouge visible à l'écran, amplifiant ainsi l'impact émotionnel de ces scènes. Au départ, les producteurs avaient envisagé d'utiliser de vrais grands requins blancs pour certaines scènes, mais cette option fut rapidement écartée au profit de requins mécaniques grandeur nature, surnommés Bruce par l'équipe, en hommage à l'avocat de Spielberg, Bruce Reimer. 3 modèles furent construits, chacun conçu pour effectuer des mouvements spécifiques. Le premier était un modèle complet, sauf pour le ventre, qui était absent, tiré par une ligne de plus de 90 mètres. Les 2 autres modèles étaient des requins montés sur plateforme, l'un se déplaçant de gauche à droite et l'autre dans le sens inverse. Ces requins furent fabriqués par une équipe de 40 techniciens sous la supervision de Bob Matty, connu pour avoir créé le calamar géant de 20 000 lieues sous les mers. Cependant, des problèmes techniques apparurent rapidement. Dès les premiers tests, la mousse censée être non absorbante se mit à gonfler en absorbant l'eau de mer, rendant les machines inutilisables pendant des heures. Moi aussi je peux réduire, qu'il vienne lui tripatouiller cette chiasse. Les conditions météorologiques imprévisibles, les pannes mécaniques et l'océan agité rendaient chaque journée de tournage incertaine. Initialement prévu pour durer 55 jours, le tournage s'étira finalement sur 159 jours, faisant passer le budget de 3 à 9 millions de dollars. Les retards étaient fréquents, causés par des imprévus comme des voiliers dérivant dans le cadre, des caméras inondées, ou encore carrément le bateau qui commençait à couler lors d'une prise alors que les acteurs étaient toujours à bord. C'est la chambre. Spielberg, qui avait insisté pour tourner en mer plutôt que dans un bassin artificiel, reconnaîtra plus tard son manque d'expérience et d'humilité face aux forces de la nature. Le moral de l'équipe commença à s'effriter. Les requins mécaniques, surnommés par dérision Flaws, qui veut dire défaut en anglais, ne fonctionnaient que quelques heures par jour.
Épuisés, brûlés par le soleil et accablés par les conditions de travail en mer, les membres de l'équipe regagnaient leur quartier chaque soir. Pourtant, malgré les nombreux obstacles, le long métrage continuait d'avancer. Le metteur en scène fit preuve d'ingéniosité en tirant parti des dysfonctionnements techniques. Par exemple, les défaillances des requins l'obligèrent à tourner de nombreuses scènes sans montrer directement la créature, ce qui ajouta du suspense et renforça l'aspect psychologique du film. L'utilisation des fameux barils jaunes pour indiquer la présence du requin est un excellent exemple de cette approche minimaliste mais terrifiante. Le tournage devait durer 55 jours et il s'est finalement étendu sur 159 jours. Nous étions naïfs par rapport à l'océan. Nous n'avions aucune raison d'être là. L'océan est imprévisible. Soudain, il y avait 35 bateaux qui dérivaient dans le cadre où nous avions une caméra qui était trempée par l'eau et l'eau salée abîmait notre équipement. Chaque jour où nous étions là-bas, j'étais terrifié. Pas parce que je pensais que j'allais mourir, mais parce que je pensais que le film allait mourir. Le requin ne fonctionnait jamais, donc j'ai dû trouver comment tourner des scènes sans lui. Nous avions 3 requins mécaniques et aucun ne marchait, donc j'étais obligé d'être inventif. J'étais tellement paranoïaque à l'idée que l'équipe allait me jeter à la mer après la fin du tournage, alors je suis monté dans un petit bateau et je me suis éclipsé vers l'aéroport. C'était la seule fois où j'ai quitté un plateau sans dire au revoir. Pour la musique, Spielberg a fait appel à John Williams, déjà connu à l'époque pour son talent de compositeur. C'est ainsi qu'est né l'un des thèmes les plus reconnaissables de l'histoire du cinéma. L'idée derrière cette composition était de créer une tension croissante à travers une mélodie simple mais terrifiante. Williams a d'abord joué 2 notes répétitives au piano pour Spielberg et ce dernier a d'abord cru à une blague, mais il a rapidement compris l'impact que ces 2 notes lourdes et menaçantes allaient avoir. And what he played me instead with 2 fingers on the lower keys was dun 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 dun. And at first I began to laugh. I thought he had a great sense of humor. He was putting me on. And he said, "No, that's the theme to Jaws." Le compositeur a expliqué que le thème principal représentait le requin lui-même, apparaissant et disparaissant avec le rythme des violoncelles et des basses. Cette musique a été essentielle pour maintenir l'attention, surtout dans les séquences où le requin n'apparaît pas à l'écran. Les Dents de la Mer sort en salle le 20 juin 1975, marquant l'arrivée de l'un des premiers blockbusters estivaux de l'histoire du cinéma. Dès son premier week-end, le long métrage réalise des chiffres impressionnants, engrangeant plus de 7 millions de dollars aux États-Unis. L'engouement autour du film grandit rapidement, les spectateurs se pressent dans les salles pour vivre l'expérience terrifiante de ce thriller maritime. Le bouche à oreille combiné à une stratégie marketing innovante qui incluait la diffusion de publicités télévisées permet au film de maintenir une influence massive tout au long de l'été. None of man's fantasies of evil can compare with the reality. From the best-selling novel, Jaws, rated PG, may be too intense for younger children. Au niveau national, le film atteint un box-office spectaculaire de 260 millions de dollars aux États-Unis, une somme colossale pour l'époque. Mais le succès ne s'arrête pas là. À l'international, le film continue de battre des records, récoltant plus de 210 millions de dollars supplémentaires. Au total, c'est 470 millions de dollars accumulés à l'échelle mondiale, devenant ainsi le film le plus rentable de l'histoire, jusqu'à ce que Star Wars le dépasse en 1977. La guerre des étoiles, avec Mark Hamill. Je suis Luke Skywalker, je viens à votre secours. Harrison Ford. Carrie Fisher. Bonne chance. Alec Guinness. Tu ne peux pas gagner. Que la force soit avec vous dans la guerre des étoiles. L'œuvre a également marqué un tournant dans la stratégie de distribution des studios, avec une sortie simultanée dans plus de 400 salles à travers les États-Unis. Une pratique très rare à l'époque. Ce modèle deviendra la norme pour les blockbusters à venir. Je pensais que le film rapporterait de l'argent, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il rencontrerait un tel succès. Quand j'ai vu les files d'attente s'étirer autour du pâté de maison, j'étais choqué. C'était la première fois que je réalisais qu'un film pouvait devenir plus qu'un simple film, qu'il pouvait faire partie du tissu culturel. Malgré cet énorme succès, le metteur en scène éprouve aujourd'hui des regrets quant aux conséquences imprévues du film. Lors d'une interview accordée à la BBC, il a exprimé sa tristesse face à la dissémination des populations de requins qui a suivi la sortie du film et du livre. Il regrette profondément l'impact négatif qu'a eu l'œuvre sur ces animaux à cause de la frénésie de pêche qu'elle a déclenchée après 1975. Une étude publiée dans la revue Nature révèle que la population mondiale de requins a chuté de 71% depuis les années 70. Côté presse, le long métrage reçoit un accueil globalement très positif. De nombreux critiques saluent la maîtrise de Steven Spielberg malgré son jeune âge et les difficultés techniques auxquelles il a dû faire face. Le critique influent Roger Ebert du Chicago Sun-Times décrit le film comme une aventure terrifiante parfaitement orchestrée, soulignant la capacité de Spielberg à maintenir une tension constante sans jamais tomber dans l'excès. Un film terrifiant et palpitant. Les Dents de la Mer est une véritable leçon de suspense. Steven Spielberg réussit à maintenir la tension tout au long du film, jouant brillamment sur la peur de l'inconnu.
Le requin, même rarement visible, devient une menace omniprésente. C'est un film qui vous laisse agripper à votre siège. Steven Spielberg a créé un thriller maritime effroyablement efficace. Les Dents de la Mer est un film qui se distingue par son habileté à jouer avec la psychologie du spectateur. Sans aucun doute, l'un des films les plus effrayants et captivants de l'année. Les Dents de la Mer est une réussite technique et narrative. Spielberg fait preuve d'une maîtrise incroyable dans la gestion du suspense et des effets spéciaux, notamment avec le requin. Ce film fait naître une peur viscérale de l'océan, tout en divertissant massivement son public. Sorti en 1975, Les Dents de la Mer dépasse largement le cadre du simple film de requin. Avec ce thriller, Spielberg, alors jeune réalisateur, a révolutionné le cinéma et a posé les bases du blockbuster moderne. L'histoire d'un grand requin blanc semant la terreur est devenue un véritable mythe du 7e art grâce à une mise en scène maîtrisée et une tension omniprésente qui tient le spectateur en haleine du début à la fin. Un requin! Ce qui rend le film particulièrement marquant, c'est la façon dont le réalisateur gère l'absence du monstre avec le thème musical de John Williams, qui est aujourd'hui iconique et qui accentue cette peur en la rendant palpable à chaque nouvelle attaque. Spielberg sait exactement comment captiver son audience avec une mise en scène qui joue habilement sur ce qu'on ne voit pas, tout en laissant juste assez de place à l'imagination. Chaque scène est pensée pour maintenir une tension palpable entrecoupée de moments plus légers qui permettent au public de souffler avant d'être à nouveau plongé dans l'angoisse. Et évidemment, le succès monumental du film a rapidement conduit à la mise en production d'une suite. Et oui, la mâchoire de Bruce n'est rien face à la mâchoire des producteurs. Durant la pré-production, Steven a invité ses amis Martin Scorsese, George Lucas et John Milius à visiter l'atelier où le requin mécanique était en construction. Ce modèle avait environ une longueur de 7 mètres. George Lucas, intrigué par la mécanique, a mis sa tête dans la gueule du requin pour examiner son fonctionnement. Pour plaisanter, Spielberg et Milius ont actionné la mâchoire, piégeant Lucas à l'intérieur. Malheureusement, le requin a mal fonctionné et Lucas est resté coincé, ce qui a été un présage des nombreux problèmes techniques auxquels l'équipe allait faire face. Lorsque Lucas a été libéré, les trois amis se sont enfuis en riant, conscients d'avoir probablement endommagé un objet coûteux. L'acteur Robert Shaw était respecté pour son talent, mais ses problèmes d'alcool ont causé des tensions sur le tournage. Roy Scheider a révélé que Shaw était un parfait gentleman lorsqu'il était sobre, mais qu'après un seul verre, il devenait un fils de pute compétitif, ce qui compliquait parfois les relations sur le plateau. Garde-côte ici, Orca, est-ce que vous... Vous êtes complètement fou, vous en êtes conscient? Vous êtes pour l'asile, bravo! Lors de la cérémonie des Oscars de 1976, John Williams dirigeait l'orchestre. Lorsque son nom a été annoncé pour l'Oscar de la meilleure musique pour Les Dents de la Mer, il a dû courir jusqu'au podium pour accepter son prix avant de revenir en vitesse pour reprendre la direction de l'orchestre. Un moment mémorable qui témoigne de l'énergie et du talent du compositeur. Le chien que l'on voit au début du film, lorsqu'il court sur la plage, était en réalité le véritable compagnon canin de Spielberg. Un clin d'œil personnel que le réalisateur a glissé dans cette scène. Lors de la première projection test, Spielberg a remarqué que la première apparition du requin avait provoqué des cris retentissants dans la salle. Mais après avoir ajouté une scène sur le bateau, c'est l'apparition soudaine de la tête d'un des personnages qui a déclenché la plus grande peur du public. En comparaison, la réapparition du requin a généré moins de réactions. Le réalisateur a ainsi appris qu'un film ne peut avoir qu'un seul grand moment de frayeur inattendu, car après cela, le public est constamment sur ses gardes. Dans un clin d'œil amusant à son rôle dans Les Dents de la Mer, Richard Dreyfuss reprend son personnage de biologiste marin dans Piranha 3D. Le metteur en scène Alexandre Aja s'est même exprimé sur cet hommage. Après avoir survécu au grand requin blanc, Matt Hooper a pris sa retraite au lac Victoria et va se faire bouffer par nos piranhas alors qu'il pêchait tranquillement. Spielberg a confié que lorsqu'il a lu le roman original Les Dents de la Mer pour la première fois, il s'est retrouvé à sympathiser davantage avec le requin qu'avec les personnages humains, car il trouvait ces derniers particulièrement antipathiques.
Ce sentiment l'a guidé dans la réécriture du scénario afin de rendre les protagonistes plus attachants dans le film. Et voilà, c'est tout pour Les Dents de la Mer. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et à vous abonner.